manchettes aujourd'hui. Incendie à la baie. Le père d'un conseiller municipal décède tragiquement. Julie Dufour s'insurge contre Jean Tremblay et on célèbre la Journée internationale des femmes. Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à ce web-journal du mardi 8 mars 2016. L'identité de l'homme de 78 ans décédé dans l'incendie survenu dans la nuit d'hier à la baie a été confirmée. Il s'agit du père du président de l'arrondissement de la baie et conseiller municipal François Tremblay. Vers 1h, M. Tremblay, qui est propriétaire de la maison, a contacté les services d'urgence puisque de la fumée se propageait dans la demeure. Heureusement, lui et sa petite famille ont eu le temps de quitter les lieux, mais le père du conseiller qui habitait au 2e étage n'a pas eu cette chance. La maison est une perte totale. On ne connaît pas encore les causes de l'incendie. La première édition canadienne du festival Cinédrone, un événement cinématographique d'envergure internationale, aura lieu les 11 et 12 novembre prochains à Alma. Les participants sont invités à produire un court film aidé d'un drone, ce petit avion sans pilote auquel est fixée une caméra. Et l'an dernier, l'événement fondé par Bordeaux Techno-Ouest avait lieu en France. La conseillère indépendante de Chipcha, Julie Dufour, reproche au maire Jean Tremblay de ne pas faire d'appel de candidature pour le poste de vérificateur général. Madame Dufour estime que pour un poste aussi important, la Ville devrait compter sur un plus large éventail de noms possibles. Sarah Penneau, pourquoi insiste-t-elle sur un appel de candidature? En fait, Mme Dufour croit que la meilleure façon d'avoir le meilleur candidat possible, c'est d'avoir une banque de noms et de choisir parmi des critères très précis. Je vous rappelle que le mandat de 7 ans de Rina Zampieri, qui est l'actuelle vérificatrice générale, prend fin le 30 mars. Et son poste, qui est névralgique selon Mme Dufour, devrait être comblé par une personne qui possède toutes les compétences. Je vous laisse entendre la conseillère sur les avantages d'avoir une offre d'embauche ouverte à tous. Mettons que c'était la meilleure pour vrai, là. Puis qu'on la place là, de cette façon-là, elle perd toute sa crédibilité en tant que vérificatrice générale. Si on a la meilleure personne, faisons-y passer un processus, confrontons-la avec d'autres candidats, puis si c'est la meilleure, elle va ressortir. Et est-ce que Mme Dufour a l'intention de contester cette prochaine nomination? Oui, elle explique que peu importe le nom qui va être choisi, elle va exiger un dossier comportant toutes les compétences de cette personne afin de juger vraiment si elle est apte à être vérificateur ou vérificatrice générale. Et elle croit que certains conseillers vont être en accord avec sa décision, notamment François Tremblay, mais également les 2 membres de l'ERD, soit José Néron et Christine Boivin. Il y a plusieurs médias qui estiment que la vérificatrice générale adjointe Sylvie Jean remplacera Rina Zampieri à son poste. Qu'en pense-t-elle? Eh bien, elle rappelle en fait le conflit d'intérêts qu'il y avait eu lieu parce que Sylvie Jean était directrice des approvisionnements à la Ville de Saguenay et puis en devenant vérificatrice générale, elle aurait à vérifier son propre travail, ce qui fait un grand conflit d'intérêts. Toutefois, l'avis juridique qu'elle avait déposé n'est plus valable puisque le poste que Sylvie Jean occuperait n'est pas le même. Je vous laisse entendre la réaction de Julie Dufour. C'est un conseil de ville qui a nommé une personne dans le bureau, qui est de l'ingérence totale dans le bureau, dans l'indépendance de notre vérificatrice générale. Puis là, en plus, on va avoir privilégié cette personne-là pendant 6 mois. L'identité du prochain vérificateur général sera révélée lors de la prochaine séance du conseil municipal à la baie le 5 avril. Merci beaucoup, Sarah Penneau. Je vous en prie. Dans le cadre de la Journée internationale des femmes, mon collègue Samuel Labrie-Ross a rencontré certains citoyens de Saguenay pour leur demander ce qu'ils pensaient de cette journée. Aujourd'hui, les femmes prennent leur place, puis je trouve ça bien correct. Il y a beaucoup de femmes qui sont ils ont des métiers, puis c'est dur aujourd'hui. Ben, je sais pas, là, pour moi, c'est pas tant important, là. Je savais même pas que c'était la journée de la femme aujourd'hui. Okay. Je l'ai vu sur Snapchat un matin, là. J'ai tassé mes affaires, puis j'ai vu que c'était la journée de la femme, là, mais ça change rien dans ma vie, là. Faut penser aux femmes, hein? Faut penser à rien que... Puis les femmes, ils travaillent beaucoup dans la vie, puis ça n'en prend des femmes. Pas de femmes, c'est que vous voulez qu'on fasse. Ça ne marcherait pas. Non, j'aime la journée de la femme. C'est important parce que je pense aux grandes dames qui nous ont fait devenir qu'est-ce qu'on est devenu aujourd'hui, là, comme Margaret Thatcher. Ils ont travaillé très fort pour ça. Puis il y a encore beaucoup de choses qui ne sont pas réglées au niveau de l'égalité homme-femme. Oui, c'est sûr que l'égalité, la femme est aussi importante que l'homme, comme on dit, hein? Ben alors, ça dépend de ceux les dirigeants des femmes. Il faut qu'ils fassent attention. Le comité de féministes, il faut qu'ils fassent attention. Des fois, ils exagèrent trop. Ils s'en vont en dehors des barrières. Ils s'amusent s'en aller sur le droit, il n'y aurait pas de problème. Hein, la femme, c'est la mère au foyer, c'est celle qui veille à tout.
à ses hommes, au travail, la popote, la nourriture. On porte les enfants aussi. Hein? C'est pour ça, à ce point de vue-là, je trouve ça important, mais pour le reste... On a beaucoup de faits, mais c'est pas encore 100% correct. Puis le mouvement féministe, pour moi, a encore sa place. Donc, la Journée de la femme, je trouve que ça tombe bien. Oui, c'est important de dire que nous autres, les femmes, on est là. Il faut avoir notre place dans la société. Puis une belle place. Et parmi les nombreuses initiatives pour souligner cette journée internationale pour les droits des femmes, la Bibliothèque de Chicoutimi tiendra ce soir une conférence sur la représentation de la sexualité féminine avec la professeure agrégée en études littéraires de l'UQAC, Anne-Martine Parent. Ma collègue Roxane Ocampo l'a accueillie sur le plateau aujourd'hui. Madame Parent, bonjour. Bonjour. Alors que Sophie Durocher dit son mari féministe et que la ministre Thériault refuse de s'afficher ainsi, vous qui êtes membre du Réseau québécois en études féministes, que pensez-vous de cette polémique autour de l'étiquette? J'ai l'impression que cette polémique est basée sur une mauvaise conception, une mauvaise vision de ce qu'est le féminisme. Souvent, on dirait que les gens qui se disent contre le féminisme, par exemple, Mme Thériault, ont une vision assez dépassée de ce qu'est le féminisme. On imagine des femmes enragées qui haïssent les hommes, qui brûlent leurs brassières, qui se rasent pas. Bon, c'est une vision des années 60-70, si on veut. Le féminisme est rendu ailleurs, vraiment ailleurs. En fait, on dit le féminisme, mais aujourd'hui, il faudrait plutôt dire les féminismes. Il y a plusieurs féminismes. Et certaines personnes disent « je ne suis pas féministe, mais…» et là, disent quelque chose qui est tout à fait féministe, en fait. Donc, c'est souvent une méconnaissance, j'ai l'impression, de ce que c'est le féminisme. C'est sémantique, presque. Oui, un désaccord sémantique, peut-être, oui. Oui, tout à fait. Vous avez visionné plutôt le Vox Pop réalisé par mon collègue. Oui. Quelles sont vos impressions sur les commentaires recueillis? J'ai été étonnée et non par certaines choses. De la même manière que le féminisme est plus ou moins bien compris, j'ai l'impression que ce qu'est la Journée des droits des femmes, c'est ça le vrai nom, Journée internationale des droits des femmes, est aussi incompris. Il y en a qui voient la Journée de la femme qui est comme une fête, un peu comme la fête des mères. On célèbre la femme. C'est pas vraiment ça, évidemment, on célèbre pas. Ce qu'on marque, c'est la lutte des femmes pour avoir les mêmes droits que les hommes, en fait, d'être reconnus pleinement en tant qu'être humain. C'est aussi simple que ça. Donc, ça remonte au début du 20e siècle. Dans le contexte de la lutte pour le droit de vote, aussi par la discrimination, les droits, le droit au travail, etc. Il y avait quelqu'un, par exemple, dans le Vox Pop, qui parlait des femmes comme les mères au foyer, qui s'occupent de leur famille. On aurait dit qu'elle évoquait plus la fête des mères, justement. Celle qui disait que c'était pas important, ça avait l'air d'être une des plus jeunes. Et ça ne m'a pas étonnée non plus, parce que souvent, assez jeunes, on a plus ou moins conscience, peut-être, pas tous les jeunes, de l'histoire, et on n'a pas encore peut-être été confrontés beaucoup au sexisme. Quoique, il me semble que, peut-être que ça a changé aujourd'hui, mais je sais que moi, à l'école secondaire, il me semble que le sexisme était assez évident. C'est-à-dire en matière de sexualité, notamment. Les garçons ont une liberté que les filles n'ont pas. Et ça, c'est extrêmement inéquitable, si on veut. Que répondez-vous à ces gens, justement, qui trouvent le féminisme d'une autre époque, un peu dépassé? Renseignez-vous sur ce que c'est le féminisme. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement rien d'acquis. On voit aux États-Unis, c'est nos proches voisins quand même, le droit à l'avortement qui est menacé et même interdit à certains endroits. Toutes les questions d'agression depuis les dénonciations par rapport à Diane Comechi, tout le mouvement qu'il y a eu d'agression de dénoncé, où on se rend compte que la plupart des femmes, en fait, avaient été à un niveau ou à un autre victimes d'agression. Pas nécessairement de viol, dans certains cas oui, mais d'agression et des comportements qu'on n'avait même pas reconnus à l'époque comme agression. C'est quelqu'un qui nous fait des commentaires déplacés ou même qui nous touche de manière déplacée et on dit rien, on attend que ça passe. On a comme les filles, on a intégré ça. On dit rien, on attend que ça passe. Mais c'est des agressions. Et dans votre domaine, dans les téléséries, dans les livres que vous étudiez, comment ça se traduit, cette inégalité des sexes? Ce sur quoi je travaille par rapport aux téléséries, là, justement, c'est une inégalité en matière de représentation. Une des choses dont je vais parler ce soir, c'est comment, encore aujourd'hui, les histoires qu'on voit sont des histoires qui se passent entre hommes et que les personnages féminins, je vais parler d'un test, entre autres, qui s'appelle le test de Bechdel. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un test, 3 questions qu'on pose à un film. Est-ce qu'il y a au moins 2 personnages féminins qui ont un nom? Est-ce que ces personnages-là ont une conversation ensemble? Et est-ce que leur conversation porte sur autre chose que des hommes ou les personnages masculins? Et passer ce test est plus difficile qu'on le croit. On estime qu'à peu près 80% des films ne passent pas ce test, qui passe aujourd'hui sur nos écrans. Donc,
il y a vraiment un problème de représentation. Les personnages masculins existent en eux-mêmes, ont leur histoire. Les personnages féminins sont là en relation seulement avec les hommes. Et dans votre conférence ce soir, vous parlerez de représentation de sexualité féminine également. Selon vous, est-elle adéquate? Adéquate, c'est difficile à dire. En fait, ce que j'aime, c'est qu'elle est variée de plus en plus. Elle n'a pas toujours été. Les femmes étaient l'objet de désir, hein, l'amoureuse du personnage masculin du héros. Alors que là, on a beaucoup de téléséries dont les personnages principaux sont des femmes, par exemple. Et des femmes qui... Avec Sex and the City, c'est là que la sexualité des femmes a peut-être fait son apparition. On peut penser à Girls aussi aujourd'hui. Donc, où on voit la vie sexuelle des femmes en elles-mêmes, pas par rapport aux hommes. Oui, elles s'intéressent aux hommes, notamment. Mais surtout la variété, la diversité, et aussi de les voir devenir sujet de leur sexualité et non objet passif du désir d'un homme. Et comment la ligne que l'on trace entre pornographie et érotisme a-t-elle évolué? C'est une ligne qui est sans cesse changeante, en fait, et c'est pas une distinction à laquelle je crois beaucoup, personnellement. C'est une distinction qui a été assez utile pour classer, disons, ce qui était de mauvais goût du côté de la pornographie et ce qui serait plus, disons, du goût d'une certaine élite intellectuelle, artistique, littéraire. Là, ça serait de l'érotisme. Voyez? Et parce que sinon, on peut dire, plus grande visibilité du côté de la pornographie, mais en même temps, ça change à toutes les époques et même d'une personne à l'autre. Ce qui, pour moi, est peut-être pornographique, l'est peut-être pas pour vous ou vice-versa. Pour terminer, auriez-vous une recommandation en cette journée des femmes, que ce soit une télésérie ou un roman? Ah, mon Dieu! Côté télésérie, Girls, Jessica Jones, une super-héroïne. Côté roman, Les années d'Annie Ernaux. C'est ce que je dirais comme ça, rapidement. Madame Parent, merci beaucoup. Et toujours dans le cadre de la Journée des femmes, la Ville de Saguenay a offert à ses citoyennes la chance de vivre un atelier de dessin avec modèle vivant en compagnie de l'artiste Nélane Perron-Racine cet après-midi à la Bibliothèque de Jonquière. C'est dans une ambiance intimiste et chaleureuse que les artistes avec ou sans expérience ont initié une réflexion sur la perception du corps féminin à notre époque. Un reportage de Laurence Laprise. Des femmes de tous âges se sont réunies cet après-midi pour dessiner et célébrer le corps des femmes. Confrontées quotidiennement aux complexes et aux standards de beauté, l'atelier est une bonne occasion de changer leur perception. Je trouve que c'est vraiment un exercice qui nous permet de nous apprécier, nous les femmes, avec toutes nos rondeurs, toutes nos transformations aussi. On n'est pas à l'abri des complexes, avec toutes les images qu'on nous présente de perfection puis d'éternelle jeunesse, qui un des modèles qui sont inaccessibles selon moi. Le corps et ses changements constants sont au cœur de l'exercice. Tout l'aspect, justement, de l'acceptation personnelle. Je suis une maman, mon corps, il change constamment, puis on trouve des fois que c'est difficile. Finalement, c'est toute une histoire qui s'inscrit sur un corps. La beauté dans la normalité, là, un peu, dans le corps qui se transforme, de trouver les beautés là-dedans, ou peut-être de déplacer la beauté ailleurs, tu sais. Dessiner un modèle vivant est également un bon moyen de faire tomber les tabous entourant la nudité. Tu sais, des fois, on n'ose pas trop regarder les corps nus, puis justement, tu sais, porter le regard, justement, sans jugement, puis en plus, on va avoir à le dessiner, donc vraiment avoir une approche qui est assez intime. Bien que l'activité soit avant tout artistique, le but n'est pas de performer, mais de réfléchir et d'expérimenter. Je suis pas un artiste du tout, donc je sais pas trop de quoi ça va ressembler, mais bon, je pense qu'on n'est pas ici pour se mettre de la pression aujourd'hui. Je m'attends à rien, puis surtout pas à des beaux dessins, c'est pas ça que je leur demande, mais c'est toujours bien impressionnant de voir les résultats de gens qui dessinent pas d'habitude. Même si beaucoup de travail reste à faire, les participantes croient que l'activité améliorera considérablement leur confiance en elles. Ici Laurence Laprise, ATM Nouvelles, Saguenay. Richard-Yves Chassé de Saint-Honoré pouvait légalement abattre le chien de son voisin le 10 octobre 2013. C'est du moins ce que soutiendra l'avocat de la défense, Charles Quentin, lors du retour en cours de son client le 6 avril prochain. Zachary Goudreau, rappelez-nous d'abord les faits. Le 10 octobre 2013, Richard-Yves Chassé tuait le chien de son voisin avec une arme à feu de calibre 22. Par la suite, les propriétaires de l'animal ont décidé de poursuivre Richard-Yves Chassé, une poursuite de 230 000 $. Évidemment, l'affaire s'est poursuivie en cours et d'ailleurs toujours en cours en ce moment, au cours des derniers jours. Et les accusations qui sont portées contre Richard-Yves Chassé pourraient mener jusqu'à une sentence de 5 ans de prison.
Et l'avocat de la défense tentera toutefois un revirement de situation. Oui, l'avocat Charles Quentin se base sur les articles 11 et 12 de la loi sur les préjudice de l'agriculture du Québec, donc une loi de l'agriculture du gouvernement québécois qui soutient qu'on ne peut pas, en fait, qu'un homme peut abattre un chien errant se situant dans un territoire non organisé, donc ça peut être un territoire forestier ou un territoire agricole. Dans le cas qui nous concerne, on parle de la terre agricole de M. Chassé. Les précisions de l'avocat de la défense, Charles Quentin. Les propriétaires et les gardiens de chiens ne peuvent les laisser errants sur les territoires et à l'extérieur de leurs propriétés respectives. Et dans les articles subséquents, on traite à ce moment-là de la possibilité d'abattre un chien errant alors qu'il est sur votre territoire. Le procès de Richard-Yves Chassé aura lieu le 6 avril au Palais de justice de Chicoutimi. Et brièvement, Zachary Goudreau, rappelez-nous le père de la victime d'André Gagnon qui a livré sa version des faits aujourd'hui. Oui, John F. Mathieu qui a livré un témoignage poignant devant le juge Pierre Lortie au Palais de justice de Chicoutimi. En fait, il a soutenu que son fils, qui a été maltraité, qui aurait été maltraité en 2014 dans une résidence pour personnes atteintes de problèmes de santé mentale, bien, il dit que son fils a été intimidé, a subi des sévices physiques. Et selon un article du quotidien, la victime aurait... en fait, André Gagnon aurait déchiré le chandail de sa victime et lui aurait fait prendre un bain d'eau froide pour le punir. Évidemment, une situation que déplore le père de la victime. La sentence devrait être connue le 21 mars. Merci beaucoup, Zachary Goudreau. Ça fait plaisir. La chasse aux cerfs de Virginie sera autorisée dès l'automne prochain dans la région. Les activités débuteront le 1er novembre et seuls les mâles pourront être abattus par arbalète, arc et armes à chargement par la bouche. Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Laurent Lessard, affirme que les analyses permettent de conclure qu'une chasse aux cerfs de Virginie peut mettre en valeur cette ressource tout en assurant sa pérennité. Selon plusieurs chasseurs, cette ouverture pourrait aider à contrer le braconnage. Et c'est confirmé, la génération Y fera beaucoup plus de sacrifices que les précédentes. Le quotidien The Guardian vient de publier une étude effectuée sur 7 économies occidentales, incluant entre autres le Canada, les États-Unis et la France. Et elle démontre, cette étude, que les personnes nées entre 1980 et 1995 ont un revenu inférieur de 20% à la moyenne nationale de leur pays. Ce seraient les crises de la dette, du chômage, du vieillissement de la population et de la hausse des prix de l'immobilier qui auraient nuit au Y. Ce samedi, les planches du Sous-Bois sur la rue Racine accueilleront le groupe de musique multiculturelle Mosaïque. La formation régionale y présentera des pièces de son tout nouvel album tourné entre l'Inde et le Québec, Folk Fusion. Ma collègue Marianne Robert s'est entretenue plus tôt avec une des membres de Mosaïque, Élise Bergeron. Élise Bergeron, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui. Tout d'abord, Mosaïque, ce sont des voix, des percussions, mais comment décrivez-vous votre genre musical? Moi, je te dirais que c'est un mélange de toutes sortes de cultures. Donc, c'est de la musique multiculturelle avec des influences de toutes sortes de pays différents, de l'Inde, de l'Afrique, même du traditionnel québécois, toutes sortes de choses mélangées. Donc, c'est vraiment un mélange de cultures. Puis, qu'est-ce qui vous a attiré vers ce genre musical? Bien, en fait, moi, je faisais de toutes sortes de styles musicaux, puis c'est Jonto qui m'a approché, un membre fondateur du groupe. Puis à partir de ce moment-là, je me suis mis vraiment à aller plus vers la musique, justement, internationale, de toutes sortes de langues, toutes sortes de choses. Puis c'est super intéressant parce qu'on va chercher quelque chose de chaque type de musique, puis on vient chercher, ça nous fait un spectacle qui est vraiment diversifié. Parlez-nous de votre tout récent album, Folk Fusion. En fait, notre album, ça fait vraiment pas longtemps que c'est sorti, au mois d'octobre. Puis c'est un album qui est un mélange avec Surojit, qui est un chanteur indien, et Mosaïque. Donc on a fait un album ensemble. Ça a commencé, ça faisait déjà 1 an qu'on travaillait dessus. Puis dans le temps des fêtes, pas celui-là, l'autre d'avant, on est allé faire l'album là-bas en Inde, avec les gens là-bas, puis on a fait des spectacles, toutes sortes de choses. Puis c'est un peu ça que ça l'a sorti, c'est justement le concept des mélanges des cultures, toutes sortes de percussions, toutes sortes de choses pour aller chercher toute la richesse de tout ça, là. Comme vous venez de le mentionner, vous avez chanté à Calcutta avec une vedette indienne, Surojit. Je voulais savoir comment s'est développée cette collaboration. Mais en fait, c'est un ami de Jonto qui était déjà venu au Québec. Donc, Surojit était venu, on avait fait des spectacles ensemble, on avait fait toutes sortes de projets ensemble.
Puis justement, après ça, il s'est dit « Ah, ça serait plaisant, on pourrait faire un album ensemble, tout ça. » Fait que quand on est allé en Inde, c'est là qu'on l'a vraiment peaufiné. Puis le fait qu'on a fait des spectacles là-bas aussi avec lui, c'est vraiment lui qui nous a invités à aller faire des spectacles avec lui. Puis est-ce que Surojit va nous rendre visite dans la région prochainement? Bien, on l'espère. On est encore en processus pour voir si on pourrait peut-être avoir des spectacles avec lui plus tard au courant de l'année. On verra. Puis en tant que groupe saguenéen, comment est-ce que vous avez été accueillis en Inde? Bien, en fait, ça a été vraiment particulier parce que pour nous, on est plus habitués d'être en région. On connaît des gens, il y a toujours des gens qui viennent à nos spectacles, tout ça. Mais en Inde, Surojit, il est très connu. Donc, c'est super intéressant parce que justement, il est dans la rue, il se fait arrêter. Puis là, les gens, ils demandent des autographes, puis ils demandent des photos, tout ça. Fait qu'on a comme vécu un peu cette vie-là de vedette, un peu comme ça avec lui, parce que justement, on a été super bien accueillis parce qu'on était avec lui. OK. On a fait une entrevue, puis on avait comme peut-être 6 chaînes de télévision qui étaient là. Bien justement, ça doit vous faire de la bonne publicité en Inde, comme vous venez de le mentionner. À quel endroit l'album est également distribué? Bien là, en Inde, présentement, ils sont à la recherche d'un distributeur. Fait que là, l'album est vraiment plus en vente ici au Québec. Fait que là, on le vend présentement. On a Jello Music qui en a, puis au Café Cambio. Ou sinon, sur notre page Facebook, Mosaïque Musique, on peut le demander aussi. Puis également, évidemment, à nos spectacles, on va l'avoir avec nous pour le vendre. Pour votre part, est-ce que vous planifiez un nouveau voyage au Bengale? Ah, ben on a bon espoir. Peut-être que ça va se réaliser encore. Pour l'instant, on se concentre plus sur notre album ici puis sur nos spectacles ici. Bon, mais lors de votre dernier séjour en Inde, vous vous êtes procuré de nouveaux instruments. Quelles sont les diverses origines de votre tout nouvel attirail musical? On a toutes sortes d'instruments différents. Il y en a qu'on a reçus en cadeau. On a un dotara qui est une espèce de guitare particulière avec quelques cordes, mais c'est une autre tonalité. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Bien, c'est fait avec comme une peau d'animal, puis c'est comme un peu comme une percussion, mais en même temps, c'est une grande guitare avec une grande volute. Puis elle a quelques cordes, puis ça sonne vraiment... ça a vraiment... c'est accordé de façon différente, c'est pas comme une guitare. Puis on a aussi un instrument qui est une espèce de tambour, mais qui a des cordes à l'intérieur. Ça s'appelle un komak. Puis ça, dans le fond, ça fait qu'il étire les cordes, puis quand il joue, ça fait des notes différentes selon la position du poignet sur les cordes, tout ça. Ça fait que ça fait comme un son vraiment particulier. C'est des instruments traditionnels en Inde? Oui, c'est des instruments en Inde, mais c'est des instruments qu'on peut même pas trouver ici. C'est vraiment des choses que les gens utilisent là-bas au Bengale. Les musiciens baoul, qui sont des musiciens traditionnels, ils vont utiliser ces instruments-là, puis ils vont changer avec les autres. Vous êtes vraiment chanceux, en fait, d'avoir ces instruments-là. Oui. Parlez-moi un peu de votre expérience. Vous avez chanté devant 3000 personnes. Comment vous êtes sentie? Bien, je dirais que chanter devant 100 personnes ou devant 1000 personnes, c'est un peu la même chose, mais ce qui est différent, c'est surtout l'accueil qu'on a par après. C'est que les gens, après le spectacle, sont venus nous voir, sont venus nous parler. Il y en a qui sont venus prendre des photos avec nous pour voir un peu qu'est-ce qu'on fait. Puis c'était vraiment particulier parce qu'en Inde, ils ont un autre type de vision comme foule au niveau d'un spectacle. Nous, ici, une foule, elle bouge, ça fait du bruit, ça applaudit, c'est très volubile, ça bouge, tout ça. Là-bas, en Inde, le concept du respect, c'est que les gens ne bougent pas et ne parlent pas. C'est comme ça qu'ils vous démontrent... Oui, c'est comme ça qu'ils nous démontrent un peu qu'ils sont intéressés puis parce qu'ils écoutent, en fait. Ça fait que c'est particulier parce que pour nous, on se dit, voyons, est-ce qu'ils aimaient ça? Est-ce que, tu sais, on se demandait, tu sais, ça applaudit pas beaucoup, ça bouge pas beaucoup, ça danse pas. C'est-tu parce qu'ils aiment pas ça? Mais non, au contraire, c'est parce qu'ils étaient vraiment très concentrés, très réceptifs. Déjà plus de 20 ans d'existence, Mosaïque, vous avez fait plusieurs concerts bénéfices. Quelles sont les causes que vous avez endossées? Il y en a plusieurs. On a notamment des projets pour Haïti quand il y avait eu les inondations. On avait eu on a fait construire en Inde des puits pour certaines communautés qui n'avaient pas accès à de l'eau. Puis c'est parce que c'est des projets qui sont pas rentables pour le gouvernement ou des choses comme ça. Ça fait qu'on est allé construire des puits là-bas. D'ailleurs, pendant le voyage, on est allé voir un des puits qu'on a construit aux alentours de ça. Ça fait que c'est une des choses qu'on a fait. Lise Bergeron, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Maintenant, l'école de danse latine Salsa Nueva organisait des ateliers de découverte sur la kizomba à la cafétéria de l'UQAC cet avant-midi. Ce type de danse est en plein essor dans la région. Le reportage de Sterline Forestal. La danse kizomba est de plus en plus populaire aussi au Québec et au Saguenay-Lac-Saint-Jean. L'école de danse Salsa Nueva en a profité pour donner des ateliers de kizomba à la cafétéria de l'UQAC ce midi. Partez avec moi à
à la découverte du kizomba. Ça vient d'Angola. C'est dans le fond, c'est une république portugaise en Afrique. Donc, ça a été apporté aussi là, avec le Brésil, puis tout ça. Ça fait un peu partie des danses latines là, aussi. Là. Ceux qui aiment les danses latines, les danses en couple, avec des rapprochements, de la sensualité, puis de la bonne musique, c'est de mieux. À Québec, à Montréal, en est grand centre. Puis là, aujourd'hui, ici, là, à Chicoutimi, puis au Saguenay-Lac-Saint-Jean. L'atelier de danse est exprès pour donner une sorte de vitrine, pour refaire revivre l'association, faire découvrir quelque chose de nouveau à l'université un peu. On espère que ça va attirer l'attention, qu'il y aura des gens qui vont participer, qui vont essayer de venir, qui vont s'intéresser à quelque chose qui se passe à côté. Jeunes et vieux, le kizomba est pour tous et l'école de danse Salsa Nueva offrira bientôt des cours à ses locaux. Probablement au printemps, faire une petite session de cette semaine de kizomba là, au printemps au studio. L'Association des étudiants internationaux de l'UQAC a eu une très bonne réponse pour ce premier atelier de danse de kizomba, un atelier qu'il compte renouveler d'année en année et le kizomba tend à devenir de plus en plus populaire au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Sterling Forestal, ATM TV, à Chicoutimi. La saison de rêve des élites de Jonquière a pris fin hier soir lorsque la troupe de Steve Thériault a baissé pavillon 5-3 lors du 4e match de la série les opposants aux Lions du Lac-Saint-Louis. Les Jonquiérois ont connu la meilleure saison de l'histoire du club avec une récolte de 73 points, soit 26 de plus que les Lions. À défaut de remporter la Coupe Jimmy Ferrari, les élites se tourneront vers la Coupe Dodge qui devrait débuter dans 2 semaines à Jonquière. Le Canadien entamera ce soir une séquence de 4 matchs à domicile en affrontant les Stars de Dallas. Brendan Gallagher, Alex Galchenyuk et Lars Eller étaient absents à l'entraînement de ce matin. Leur présence est donc toujours incertaine pour la rencontre. Et à la météo maintenant, Camélia, la Liberté, qu'est-ce qu'on pourra bénéficier? Est-ce qu'on pourra bénéficier du temps doux encore longtemps? Oui, donc dès mercredi après-midi, le beau temps s'installera dans la région et ce pour le restant de la semaine avec des températures légèrement au-dessus de la moyenne et qui excèdent le 0 degré. Par contre, ce soir, quelques flocons sont attendus dans la région et à Saguenay, on prévoit une accumulation de 5 cm de neige au courant de la nuit avec moins 7 degrés. Pour ce qui est de demain, donc mercredi, ce sera une alternance de neige et de pluie en matinée. Il faudra donc être très prudent sur la route car la chaussée risque d'être glacée avec moins 2 degrés. Du côté de Lac-Saint-Jean, la neige commencera aussi cette nuit, mais se changera plutôt en grésil. Demain, ce sera de la pluie verglaçante aussi avec un maximum de 5 degrés. Et en terminant, si vous levez les yeux au ciel ce soir, il se pourrait que vous aperceviez une éclipse solaire totale. Alors qu'elle sera visible demain matin de l'autre côté de la planète, passant de l'Indonésie vers le nord d'Hawaï, eh bien les Canadiens, eux, pourront la regarder en direct dès ce soir. Il s'agit du premier phénomène de ce genre cette année. Voilà, c'est ce qui complète nos informations. Merci d'avoir été des nôtres. Passez une excellente soirée. Au revoir.